Bonjour à tous, bienvenue donc sur cette conférence portant sur la conduite du changement. Et merci à Sébastien pour la transition. J'en profite aussi pour remercier le CPEM qui nous donne l'opportunité de pouvoir apporter nos regards sur des sujets aussi importants pour l'évolution de l'industrie. Donc je vais me présenter rapidement. Donc Virginie Rigaudot, je travaille chez Schneider Electric depuis bientôt 27 ans. Donc une grosse expérience dans l'industrie et surtout une traversée dans toutes les entités de l'entreprise. Donc la partie supply chain, j'ai démarré en logistique export. J'ai travaillé aussi en variation de vitesse au marketing. Et j'ai eu la chance de pouvoir intégrer les équipes commerciales et de suivre des industriels donc, sur le sud de la France, aussi sur la Normandie, donc différents types d'industriels dans différents applicatifs. Et ensuite, je me suis focalisée sur le marketing d'une activité, les systèmes d'enveloppe, d'armoires d'automatisme industriel, de distribution électrique et réseau télécom. Et donc, dans le cadre de cette activité, j'ai travaillé aussi sur le début de la stratégie de digitalisation sur cette activité et notamment tous les services qui gravitent autour de cette activité. Et il y a un peu plus de 5 ans, j'ai décidé aussi pour des raisons personnelles de travailler davantage sur la partie transformation digitale et de revenir en Normandie où j'ai intégré donc l'usine du Vaudreuil. Donc j'ai intégré la supply chain et j'ai intégré cette usine pour travailler sur la transformation digitale et aussi pouvoir la montrer en toute transparence à nos clients. Voilà, donc un parcours qui a nourri toute ma réflexion aussi sur la conduite du changement à travers ces différentes expériences et aussi notamment avec toutes les crises qu'on a traversées, que Sébastien a évoquées, qui nous ont amenés aussi à adapter nos comportements et notre agilité. Donc, vous parlez succinctement aussi de Schneider Electric. Donc, Schneider Electric, c'est un groupe d'envergure assez importante, 130 000 personnes réparties dans le monde. C'est 34 milliards d'euros sur l'année 2022 et un chiffre d'affaires de 5,4% dédié à la R&D. Donc, on est surtout sur deux activités que sont le management de l'énergie et les automatismes industriels. Et on gère du coup la transformation digitale grâce à ces deux domaines que sont le management de l'énergie et les automatismes industriels. Donc à retenir une présence qui est plutôt équilibrée sur la géographie mondiale. Donc voilà, un chiffre d'affaires relativement équivalent entre l'Amérique, l'Asie, l'Europe de l'Ouest aussi assez proche, et puis le reste du monde qui tend à évoluer année après année. Alors c'est bien d'évoquer le groupe et de l'avoir en tête. Et on va parler justement de tout ce qui est important au niveau du groupe par rapport à la transformation digitale, mais aussi ce qui est important au niveau d'un site. Voilà, donc au niveau du site, pour que vous ayez vraiment en tête notre activité, on est un centre d'expertise sur l'assemblage des contacteurs. Donc des contacteurs sont des gros interrupteurs pour démarrer des moteurs. Et on fabrique notamment la gamme Thesis DK, la gamme Thesis K et la gamme Thesis Island. Donc c'est un process qui est discret. On a une capacité d'environ 50 000 contacteurs de production par jour. Voilà, en moyenne. Sur la partie contact, donc les contacts, en fait c'est une activité très particulière au Vaudreuil qui implique du génie chimique puisqu'on va fabriquer la poudre d'argent qui va permettre de fabriquer des pastilles qu'on vient braser derrière sur les supports en cuivre que vous voyez. Donc là, ça ne marche pas avec mon pointeur, mais voilà, au centre, vous voyez les contacts. Et ces contacts vont intégrer la plupart de nos produits, justement, pour pouvoir laisser passer le courant ou non. Voilà, donc ça, c'est une activité très importante chez nous, dans laquelle on a eu pas mal de transformations et dans laquelle on a aussi des gros projets de décarbonation. Et puis la partie variateur de vitesse et démarreur, donc là c'est plutôt de la personnalisation, donc toute une personnalisation qui va être manuelle. Donc 3 activités différentes avec des équipes dédiées qui vont travailler sur ces secteurs et qu'il va falloir embarquer.
voilà, sur ces différentes fabrications et cette transformation qu'on a opérée sur ces différents secteurs. Voilà, donc l'usine du Vaudreuil, juste pour le rappeler, donc on a été nommé vitrine transformation digitale en 2018. Donc on a des interactions depuis beaucoup avec le World Economic Forum, aussi pour leur dire comment est-ce qu'on vit ça depuis qu'on a démarré ce projet. Donc d'un point de vue technologique, mais aussi surtout d'un point de vue humain. Donc, on a aussi été reconnu sur la partie développement durable. On s'est aperçu, bien évidemment, que tout ce qu'on a mis en place en termes de maintenance prédictive, de monitoring énergétique, qui étaient vraiment des piliers de notre transformation digitale, ont eu un impact fort sur notre empreinte environnementale. On a notamment baissé nos consommations énergétiques. On est à peu près. Alors, on a fait le bilan en début d'année avec mon expert énergétique sur le site, et on est à moins 36% de consommation d'énergie. Voilà. On a aussi réduit notre consommation d'eau, parce que qui dit fabrication de poudre d'argent dit besoin d'eau. Et on a installé donc une station de zéro rejet d'eau qu'on a connecté. Donc la station zéro rejet, elle permet d'inscrire un processus continu d'utilisation de l'eau. Mais à un moment donné, on a parfois besoin de la renouveler, cette eau. Et le fait de l'avoir connectée, eh bien, on arrive à corréler différents paramètres qui nous permettent d'anticiper certaines dérives. Donc c'est là où on voit aussi que le digital permet d'avoir une réelle action sur notre empreinte environnementale. Et au niveau de l'eau, on est à peu près à moins 64% de consommation d'eau par rapport au début de nos démarches, donc qui date de 2015 environ. Voilà, donc pareil sur la partie émissions de CO2, on a des projets de décarbonation sur lesquels on a bien avancé, mais on a des gros enjeux pour réduire l'usage et supprimer l'usage du gaz propane, puisqu'on a de la fabrication de contacts par brasage flamme. Et notre station zéro rejet, en fait, qui utilise aussi une chaudière gaz. Et cette alimentation de notre station zéro rejet, on est en train de l'imaginer différemment, parce que pour fabriquer les pastilles, on a besoin de fours pour les rendre plus robustes, ces pastilles, et pour les stabiliser. Et ces fours produisent de la chaleur. Et dans notre process de station zéro rejet, on a besoin de certaines montées en température à différents endroits du process. Et la collecte de chaleur de ces fours peut nous aider justement à obtenir le résultat escompté en termes de température. Donc on devrait pouvoir avancer très positivement sur ce projet et non seulement supprimer notre chaudière gaz, et aussi supprimer notre consommation énergétique qui aujourd'hui apparaît avec notre facture de gaz. Donc un sujet plutôt très intéressant, et qui nous permet du coup de communiquer auprès de nos collaborateurs et de leur montrer à quel point la transformation digitale, elle peut avoir un impact ultra positif. Voilà, donc on a ouvert en 1975, donc on n'est pas une usine toute récente, donc on a encore des automatismes qui datent. On a certaines machines d'ailleurs qui datent des années 90 également. On a l'occasion de pouvoir renouveler de temps en temps avec les projets qui arrivent, avec le renouvellement des produits. Mais voilà, on vit avec un équilibre finalement entre des machines plus anciennes, des automatismes plus anciens, et puis des automatismes qui sont ultra récents. Et ça, c'est une vraie prise en compte aussi dans la transformation digitale, parce qu'on va gérer différemment cette transformation en fonction du matériel, s'il est récent ou pas récent. Voilà, on a 360 collaborateurs sur le site, et c'est très représentatif des sites de Schneider Electric. On a environ un peu moins de 200 usines réparties dans le monde. Et puis, elles font à peu près toutes aussi cette surface, plus de 14 000 m² de bâtiments, avec des certifications qui sont un socle fondamental pour pouvoir aussi démarrer ces projets de transformation qui sont essentiels. Alors, avec cette usine, en fait, on a voulu aussi créer des opportunités de partage avec nos clients. Et donc, on a accueilli beaucoup de clients, ça fait partie de mon parcours.
On les a fait intégrer l'usine pour leur parler de manière transparente de la façon dont on avait mené notre projet. Quand je vous dis transparente, alors on a mis plein de choses en place qui ont plutôt bien fonctionné. Mais on a des choses qui ont très bien fonctionné, puis d'autres où il a fallu qu'on apprenne de nos expériences pour pouvoir ajuster. Et tout ce partage qu'on opère avec nos clients est très intéressant parce qu'on les fait beaucoup parler. Et une fois qu'ils ont traversé l'usine, ils nous posent 2 questions. La première question, c'est « Ok, mais par où je commence ?» Et la deuxième question, c'est « Comment je fais pour embarquer les collaborateurs ?» Et donc, ces 2 questions, j'ai envie d'y répondre assez simplement. C'est aussi en mettant en place la stratégie qui va bien. Parce qu'une transformation digitale, ça va venir bousculer la stratégie qu'on met en place. Alors nous, on est dans un grand groupe qui s'est posé les questions, on va dire, en 2016-2017, ça a été très présent. Et une décision vraiment de mettre en place une feuille de route, d'organiser une gouvernance et de structurer l'entreprise a été prise. Et a été prise en décidant de nommer, entre guillemets, des sites pilotes. Donc on en avait un en France, donc pour l'Europe, on en avait un aux États-Unis et un en Asie. Et l'usine du Vaudreuil a fait partie des sites précurseurs qui ont commencé à faire cette transformation digitale. Et du coup, donc, quand je vous parle de stratégie, ce qui a été extrêmement important dans la prise en compte, c'est d'avoir un projet avec une vision et du sens. Parce que c'est bien de mettre en place un projet, de décréter qu'on fait une transformation digitale, mais il faut lui donner du sens et il faut qu'elle soit porteuse de valeur. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire, de définir déjà au niveau de la direction quel était le projet qu'on voulait pour l'entreprise et quel était le projet aussi qu'on voulait pour les collaborateurs. Donc ça a donné lieu à une réflexion pour toutes les entités parce que cette décision, elle a été prise avec une diffusion qu'on a voulu la plus naturelle possible dans l'entité supply chain, dans l'entité commerciale et bien sûr aussi dans nos business units pour aussi engager la transformation digitale dans nos produits. Moi aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui s'est passé dans la supply chain. Et dans la supply chain, eh bien, on a mis en place une gouvernance. Donc vous imaginez, c'est 200 sites, des usines, on a des centres de distribution, donc c'est un sacré projet d'envergure pour digitaliser la supply chain. Donc notre sponsor, c'est notre responsable, notre dirigeant sur la supply chain, Mourad Tamoud, donc il est sponsor du projet. Et on a mis en place donc une gouvernance en amont avec un programme qui a été défini, dans lequel on a un manager de programme, un manufacturing software owner, un data owner et toute la partie technologie, IoT technology owner. Donc cette gouvernance, elle a été établie avec une organisation qui a été déclinée en régions, aussi pour pouvoir se benchmarker. Comment est-ce qu'on avance sur chacune des régions, quels sont les points forts, quels sont les points faibles et comment est-ce qu'on peut partager justement pour capitaliser sur toute la connaissance et l'expérience acquise sur l'ensemble des régions. On innove aussi sur les régions parce qu'on va expérimenter, on va tester des solutions et à partir du moment où elles fonctionnent bien, on va vouloir les dupliquer, les mettre à l'échelle et les standardiser dans le groupe. Donc l'intérêt des régions, il est très important parce qu'il permet aussi d'accélérer le déploiement et c'est environ une vingtaine de ce qu'on appelle des subject matter experts. Donc on a réparti sur les géographies pour aider les usines justement à s'approprier leur feuille de route sur cette transformation digitale. Et cette feuille de route, en fait, elle évolue année après année. On est toujours en amélioration continue de ce qu'on a pu opérer. Si je compare à là où on en était en 2018 et là où on est aujourd'hui, l'entreprise, le site même a été complètement transformé. Donc voilà, et ce qui est important, c'est de voir aussi que ces usines et ces centres de distribution, eh bien, on a adapté leur organisation, on a mis en place ce qu'on appelle des smart leaders. Parfois, ils n'ont pas été seuls. Parfois, on les a accompagnés avec une autre personne, voire 2 autres personnes vraiment spécialisées dans leur technologie pour pouvoir accompagner le site d'un point de vue technologique. Et on a permis aussi aux usines de pouvoir innover. Alors, on l'a dit, on l'a écrit. Après, il a fallu le mettre en musique. Parce qu'une fois qu'on a une feuille de route qui est définie,
et qu'on sait très clairement comment avancer avec une cadence qui est imposée par ce projet, il faut ensuite la rendre vivante sur un site industriel. Et donc là, je vais vous parler de l'expérience du Vaudreuil, parce que autant tout est bien clair dans la tête de nos dirigeants, autant sur les sites, eh bien, on a besoin de s'approprier ça et de se rendre ultra accessible. Et là, je te rejoins, Sébastien, sur la partie communication, parce que c'est le nerf de la guerre. C'est vraiment de pouvoir engager les collaborateurs dès le démarrage avec ces actions de communication de manière permanente. Donc on s'est posé et on a vécu différentes étapes. On s'est posé avec l'équipe et on s'est même extériorisé de l'entreprise pour pouvoir réfléchir à comment on avait envie de mener ce projet de transformation digitale. Et dans ce projet de transformation digitale, pour nous, résonnaient vraiment ces termes-là. C'est comment instaurer une culture smart et sustainable, parce que finalement, le smart est indissociable de la partie sustainability. Donc on a écrit notre vision, ça peut paraître assez basique ce que vous voyez là, mais en fait c'est le fruit d'une réflexion de différentes personnes dans l'entreprise qui ont apporté leurs briques pour construire la vision du Vaudreuil. On a la stratégie du groupe, on a la vision du groupe, on se l'approprie et on va définir justement la déclinaison de cette stratégie sur nos sites. Et la vision pour le site, donc c'est ce que vous voyez là, acquérir le réflexe en prenant le temps d'étudier et de communiquer dans le sens écoute et interaction, j'insiste sur ces termes-là, communiquer des solutions innovantes et durables, porteuses d'amélioration dans le quotidien de chacun. Ce projet, au tout début, en fait, il a mis en relief le fait qu'on voulait avoir l'humain au cœur du changement. Mais tout ça, c'est arrivé très très vite. Il y a eu beaucoup de technologies qu'on a mis en place sur l'usine. On a pu bénéficier aussi d'un aspect très important qui est toute l'expérience du lean manufacturing qu'on a mis en place dans nos usines. Donc on a fait notre diagnostic lean, on a bien identifié quels étaient nos points de faiblesse, là où on avait du temps rouge, et on a commencé à déployer sur un secteur en particulier. Et en déployant sur ce secteur-là, on a pu aussi voir ce qu'on avait bien fait, ce qui était très utile aussi d'un point de vue technologique, et puis ce qui était à améliorer. Donc, on a pris en compte, en fait, toute cette phase d'expérimentation qui est ultra importante pour pouvoir, derrière, bien déployer et bien mettre à l'échelle l'ensemble des solutions. Donc, comment ça s'est manifesté pour le site du Vaudreuil? Eh bien, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on voulait embarquer toutes les parties prenantes. Et quand on dit toutes les parties prenantes, c'est autant c'est indispensable d'avoir une feuille de route définie au sein de l'entreprise, et ça je le dis pour un groupe comme Schneider, mais aussi pour une moyenne ou une petite entreprise. La feuille de route avec une stratégie bien claire, elle est indispensable pour pouvoir diffuser justement cette transformation. Et une fois qu'on se l'est approprié, et pour embarquer l'ensemble des parties prenantes, eh bien, c'est bien de les identifier, ces parties prenantes, et de comprendre quels sont leurs besoins. Et parfois, ça a aussi été nécessaire, dans l'autre sens, enfin le site vers la direction, de donner des feedbacks et d'éclairer sur la façon de faire aussi pour embarquer les collaborateurs, et notamment en production, nos opérateurs, nos conducteurs de ligne, nos régleurs, etc. Et on a commencé par mettre en place ce qu'on a appelé les vendredis de la Smart. Donc tous les vendredis après-midi, en fait, on a pris du temps avec l'ensemble de la population pour expliquer ce qu'on était en train de faire. Donc là, on était en train d'expliquer la stratégie et de leur dire pourquoi le groupe a décidé de partir dans cette voie-là et qu'est-ce que ça va amener de bon aussi pour les sites. Donc, on a fait circuler les gens et on a remarqué que c'était bien de les accueillir. On avait un showroom qui était tout à fait prêt pour les accueillir puisqu'on recevait nos clients, donc on l'a utilisé aussi pour nos collaborateurs. Et puis on a décidé aussi d'inverser cette façon de faire et plutôt d'aller à leur rencontre. Ce que vous voyez du coup sur les photos, c'est comment est-ce qu'on va à leur rencontre et comment est-ce qu'on va aller recueillir aussi leur feedback par rapport à ce qu'on a mis en place. Donc on a mis en place ce qu'on a appelé des Smart et Sustainable Days pour faire comprendre aussi à l'ensemble des secteurs qui n'ont pas l'occasion de toujours être au contact de tout ce qui se passe un peu partout, pour qu'ils aient la connaissance de ce qui se passe au sein du site. Donc ça a été extrêmement important.
Et l'autre expérimentation qu'on a mis en place, ce sont des challenges, en fait. Et là encore, on a essayé de faire preuve d'agilité. Et Dieu sait que ce n'est pas simple dans le monde de la production de pouvoir mettre ça en place, mais on en a vu les fruits par la suite. C'est de libérer du temps aux opérateurs pour pouvoir intégrer des équipes où on a mélangé les opérateurs, le management, les fonctions support, de manière à réfléchir aux problématiques qu'on vivait sur le terrain et voir quelles solutions pouvaient être mises en œuvre. Donc ça, c'est venu en fait se superposer à une feuille de route, comme je vous l'ai dit, émanant de la direction, avec des choses qui étaient clairement établies, faire du monitoring énergétique, pouvoir voir quelle était notre performance en temps réel. Donc tout ça, d'une manière générale, est venu s'instaurer sur le site. Mais après, concrètement, répondre aux besoins de l'opérateur et à la problématique de l'opérateur, bah ça, c'était une autre phase qu'il fallait engager. Et ça, en fait, cette prise en compte, elle a été ultra importante pour le site du Vaudreuil, de manière à embarquer les collaborateurs dans la transformation. Parce que quand on échange avec eux et quand on prend en compte leur quotidien, c'est beaucoup plus facile de pouvoir les engager et de pouvoir leur apporter une réponse qui va convenir par rapport à ce qu'ils vivent tous les jours sur leur poste. Voilà, et donc comme exemple, alors je vais parler de celui-là, mais juste... cet exemple est extrêmement intéressant parce qu'il a permis justement de mettre en relief à quel point la direction globale et les initiatives locales sont très complémentaires. Ce qu'on voulait faire, c'était rendre nos opérateurs acteurs du changement. Et le fait d'être acteur, ça change tout dans la démarche d'appropriation et d'adhésion des collaborateurs. Et ça a des impacts positifs. Donc, si on revient sur cette période de consultation de l'ensemble des opérateurs, en fait, certains nous ont dit, ben moi, quand je suis en train de réparer la machine, je m'aperçois aussi dans un monde qu'on veut plus performant et plus performant pour nos clients, qu'on consomme toujours de l'énergie, notamment avec l'air comprimé. Et l'air comprimé, en fait, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup, nous, dans notre industrie, pour pouvoir pousser justement certains composants. Et ça intervient à différents cycles de production sur l'ensemble des machines qui sont au Vaudreuil. Et donc, en discutant avec cet opérateur, donc là, que vous avez sur la gauche, en fait, c'est Pascal Picard. Je vais vous donner son nom parce que Pascal Picard, il a vécu une vraie transformation, justement, avec cette expérience. On a travaillé de pair avec lui pour voir comment est-ce qu'on pouvait faire, justement, pour mieux asservir l'air comprimé par rapport à la production de nos machines. Donc, il y a deux choses qui ont été faites. La première chose, c'est qu'on a connecté notre planning pour pouvoir faire en sorte de couper en automatique les énergies et avec un compte à rebours visible sur nos Dialogom machines, donc sur des écrans qui sont disponibles en production pour effectivement aller jusqu'au bout et couper les énergies si une équipe ne vient pas travailler après l'équipe du matin, par exemple, et aussi avec la possibilité de réagir si en effet il y a une équipe qui vient travailler. Donc là, ça nous a permis déjà d'ajuster notre apport énergétique, notre apport d'air comprimé. La deuxième chose qu'on a fait, et là où le rôle de Pascal et des autres intervenants que vous voyez de mentionner, donc Emerson et puis aussi Schneider, on a monté ensemble un partenariat pour pouvoir justement ajuster l'air amené dans chaque cycle de production de la machine. Donc c'est une expérimentation qu'on a menée sur un îlot où, alors comment ça s'est passé? En fait, on a mis en place, grâce à Emerson, parce que Schneider n'avait pas ces produits-là, donc des produits de mesure de débit et de pression, donc une architecture bien spécifique qu'on a mis sur la machine. Et après, cette architecture a permis de remonter de la donnée dans un software qu'on appelle un historian, et qui a permis justement de voir l'ensemble de ces informations remontées pour l'ensemble des parties de la machine. Et Pascal, donc, qui est là, il a eu accès à cet outil digital. Et en réfléchissant sur le projet, on s'est dit, mais on fait intervenir une start-up parce qu'on met de l'intelligence artificielle de manière à apprendre finalement le processus de production, repérer les moments où on a besoin de beaucoup d'air comprimé, les moments où on a besoin de moins d'air comprimé. Eh bien, on a fait interagir Pascal depuis son poste avec la start-up Diagrams Technologies. Donc, comment ça s'est passé ?
Eh bien, Pascal a remonté des informations à son correspondant et la start-up eh bien, a ajusté par la préconisation d'action auprès du régleur, donc auprès de Pascal. Et donc Pascal, lui derrière, il a dit voilà, moi j'ai constaté ça, j'ai mis en place telle action comme vous l'avez demandé, et derrière j'ai vu telle amélioration. Et on a fonctionné comme ça en itération, donc avec l'usage des deux softwares, donc le software l'Historian et puis le software de Diagrams Technologies, pour arriver à faire évoluer aussi Pascal sur son poste et vraiment bien repérer l'impact des actions menées par cette intelligence artificielle produite par Diagrams Technologies. Le résultat de cette action, il a quand même été fabuleux à différents points de vue. À différents points de vue parce que c'est une coopération en fait qu'on a mise en place et d'un point de vue pour embarquer nos collaborateurs, j'ai envie de dire, ça c'est vraiment très impactant parce que Pascal a pu s'ouvrir vers l'extérieur aussi, a pu travailler avec différents intervenants et la combinaison, la complémentarité de ces trois acteurs a permis d'amener un vrai résultat. Donc ça, c'est la première chose, la coopération et la complémentarité par le partenariat qui a été monté. L'expertise, parce que chacun, avec son expertise, a pu amener de la valeur dans le projet. Et ça, c'est ultra important. La valeur humaine, aujourd'hui, maintenant, n'importe lequel de nos projets, on l'aborde avec une approche vraiment très sustainable. C'est est-ce que chaque personne s'est sentie bien dans le projet? Est-ce qu'elle a amené sa valeur ajoutée? Et est-ce qu'elle a bien trouvé du sens au projet? On n'a plus une charte projet aujourd'hui qui part sans ça. Donc la valeur humaine et puis un résultat impactant, ben oui, parce que ce résultat, il a été sur l'îlot où travaille Pascal de moins 3,5% de consommation électrique nécessaire pour produire l'air comprimé. Donc l'autre bienfait de tout ça, c'est que Pascal, en fait, il va communiquer en fait, avec les autres personnes de l'entreprise et c'est plus finalement les fonctions support, elles sont évidemment là en support, mais c'est lui qui communique après des équipes. Et du coup, on arrive à lui donner la parole à lui et à le faire grandir, à le faire évoluer, à lui donner plus de leadership pour pouvoir étendre cette transformation. Donc c'est un exemple très, très représentatif et très illustrant et qu'on souhaite évidemment reproduire le plus possible. Donc il a été reproduit dans différents domaines. Et évidemment, ce sont des expériences qu'on partage avec les usines, mais qui est très révélateur de ce qu'on peut faire en termes d'accompagnement au changement. Parce que ça a été une transformation pour lui, une transformation aussi qui a été révélatrice, parce que Pascal Picard, en fait, est tout à fait à même de parler de la solution. Vous pourrez même voir, il y a une vidéo sur YouTube, n'hésitez pas à aller la consulter. Et j'ai eu un Pascal qui n'est pas spécialement communicant, mais qui m'a dit, moi, je veux bien en parler aussi aux institutions. Et même en anglais. Et je peux vous dire que son niveau d'anglais, il est plutôt rudimentaire. Mais en fait, c'est quelque chose qui l'a tiré vers le haut. Et il n'y aurait pas grand monde dans l'entreprise qui aurait misé sur cette possibilité d'avoir un Pascal Picard qui aurait pu grandir de cette façon-là. Donc tout ça pour vous dire qu'en fait, dans cette aventure de transformation, on peut avoir des belles surprises et que ces surprises, quand on mène vraiment en profondeur la conduite du changement, en fait, elles peuvent se répéter avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Voilà, alors où on en est globalement ? Donc vous avez compris, je pense que la transformation, elle est évidemment source d'inclusion pour les opérateurs, pour le people d'une manière générale, en complémentarité avec l'apport de la technologie qui vient s'intégrer dans les process qu'on a mis en place. Et globalement, on a travaillé tous les piliers que vous voyez apparaître. La cybersécurité, on est toujours en renouvellement, en amélioration permanente sur cet aspect-là, avec des architectures réseau qui nous ont permis d'étendre la transformation digitale. Ça a été vraiment un des piliers de notre transformation. Des fondations techniques solides, parce qu'on a démarré avec une première feuille de route et puis finalement, nos business units, elles nous ont permis d'évoluer et de grandir avec des solutions encore plus abouties, encore plus performantes, qui nous ont permis d'apporter de la valeur ajoutée en production, notamment sur la partie opérateur augmenté. L'organisation et l'équilibre
entre la direction et puis ce qui se passe sur les sites, ben on l'a trouvé finalement. Alors, je vous dis on l'a trouvé, mais il est toujours finalement à ajuster cet équilibre, hein, parce qu'on a évidemment une feuille de route qui est définie chaque année par le global, mais on apporte aussi notre vision et on apporte aussi notre feedback qu'on veut être pris en compte pour pouvoir ajuster en permanence. Donc ça, c'est une réussite de pouvoir trouver cet équilibre entre le top et les sites. La communication, la formation, le management des compétences, ce sont des éléments qui sont ultra essentiels et surtout d'arriver à avoir une vision des compétences, une vision globale. Donc on a travaillé sur des outils qui nous permettent aussi à l'instant T de pouvoir voir quelles sont les compétences, où est-ce que je vais venir à manquer et sur quoi il faut que je mette l'accent. La partie vision, la partie adoption, donc ça fait partie du jeu, hein, ça en découle. Hein. L'adoption, elle arrive à se produire à partir du moment où on a vraiment réussi à embarquer l'ensemble des collaborateurs. Et puis aujourd'hui, on a des solutions digitales qui sont impactantes, comme je vous le disais, sur notre empreinte environnementale. Et ça, c'est un levier hyper important qui nous permet aussi d'engager nos collaborateurs et de nous engager nous-mêmes et de nous sentir totalement alignés avec la façon dont on déploie cette transformation. Avec le cycle de l'amélioration continue, parce que évidemment, on continue à franchir des caps. On est en train d'en franchir aussi avec l'intelligence artificielle. On a des expérimentations sur l'intelligence artificielle générative. Et là encore, notre point d'attention, ça va être cet équilibre. Et je sais que Julien Ruga, hier, a fait une conférence sur le sujet. C'est vraiment d'obtenir cet équilibre entre l'humain et l'apport de l'intelligence artificielle. Nous, on y croit. Et on est vraiment persuadé que manager vraiment avec de l'attention, on saura introduire ces technologies d'une manière très positive. Voilà, donc où on en est, on a vécu différentes révolutions industrielles et puis finalement le groupe est venu s'inscrire, hein, dans ces révolutions industrielles. On parle beaucoup de 4.0, donc avec cette transformation digitale. Et aujourd'hui, que ce soit sur le site ou avec le groupe, en fait, on a mené un workshop international avec différentes personnes des différentes géographies pour travailler la copie de demain. Et la copie de demain, pour nous, c'est vraiment d'être dans l'industrie 5.0. Alors bien sûr, il faut se transformer d'un point de vue digital, mais aujourd'hui, cette transformation, elle est beaucoup plus globale, de par tous les enjeux qui ont déjà été cités précédemment dans l'autre conférence. Et nous, qu'est-ce qu'on veut ? Eh bien, on veut une industrie qui soit résiliente. On veut être décarboné. On veut avoir une véritable mission d'un point de vue environnemental avec l'humain vraiment au centre qui va être aussi le chef d'orchestre de toute cette transformation. Donc ça, c'est vraiment dans la tête de nos dirigeants et c'est ce qu'on veut, nous, sur nos sites. Donc ça tombe bien, du coup, on est bien alignés. Et voilà, ça se transcrit aussi dans les programmes qu'on a vécus. Je vous représente, alors je sais que c'est en anglais, mais c'est pas grave, je vais vous expliquer un petit peu les tenants aboutissants de ce slide. En fait, c'est vraiment les différentes phases qu'a vécu notre supply chain jusqu'à là où on en est aujourd'hui dans nos programmes. Avec un message fort, vous avez compris, le lean manufacturing, finalement, c'est ce qui nous a permis d'introduire plus facilement la transformation digitale. Et vous avez remarqué, en fait, c'est présent à chaque étape et c'est toujours aujourd'hui très présent dans notre manière de fonctionner. Donc, tous les outils digitaux qu'on a développés, en fait, à un moment donné, ils viennent s'imbriquer dans notre méthode Lean. On a conscience qu'on est un groupe assez complexe, donc on sait que les étapes de simplification, elles sont importantes. Et quand on est sur site et quand on est confronté au terrain, on se rend compte de l'importance de cet aspect de simplification. Et puis finalement, on s'est adapté en permanence en prenant en compte l'ensemble de notre supply chain. C'est pour ça qu'on parle de tailored supply chain. L'adaptation aussi vis-à-vis de nos clients, puisque nos clients restent au centre. Et ça, vous le voyez sur le dernier programme qui a été tout récemment publié. La transformation digitale, c'est venu bousculer notre stratégie. Hein. Vous voyez, à chaque fois, en fait, on parle de stratégie. Hein. C'est une stratégie qui s'adapte au fur et à mesure, en prenant encore plus en compte la partie développement durable, hein, très rapidement. Et je ne vais pas les évoquer chacun, mais aujourd'hui, on a vraiment abordé cette notion de 5.0 par le dernier programme qu'on a mis en œuvre. Donc le programme, il s'appelle Impact. C'est pour ça que vous le voyez mentionné là-haut.
Et c'est quoi les 4 leviers sur lesquels on va vraiment se focaliser sur la période à venir? C'est la partie people, la partie planète évidemment, nos clients qui restent au cœur de nos préoccupations et notre performance pour pouvoir justement rester compétitif, garder nos clients et accroître notre chiffre d'affaires. Voilà, dans ce programme et le programme précédent, on a été très chamboulé au niveau de notre résilience, évidemment. Et cette résilience, en fait, elle a donné lieu à beaucoup de projets qui ont aussi démontré que la conduite du changement, elle était ultra importante. Je vous en parle parce qu'on vient juste d'achever un projet qui est la circularité de la matière argent que nous, on a sur le site. Ça n'a pas été quelque chose de si simple à mettre en œuvre parce que ça vient bousculer des modèles qui sont établis. Ça vient bousculer aussi la manière d'organiser les finances autour de ça, d'organiser le stock. Et pour autant, on avait quand même conscience que c'était important dans les déchets qu'on pouvait récupérer issus de notre production de poudre d'argent, de récupérer les déchets, de les retraiter, et ça on l'a toujours fait, mais surtout de pouvoir les garder chez nous, de les réintégrer dans notre production. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait au Vaudreuil depuis l'année dernière. Et je peux vous dire que c'est venu chambouler finalement un peu toutes les strates de l'entreprise. Et pour autant, on sait que la matière va venir à manquer, et pas que celle-là, parce qu'on a engagé la même démarche sur la partie cuivre. Donc on sait pertinemment que notre pérennité, elle passe aussi par la prise en compte de ces projets engageant énormément de conduite du changement. Donc j'ai beaucoup parlé des opérateurs, mais finalement, retenez aussi une chose, c'est que la conduite du changement, c'est vraiment à toutes les strates de l'entreprise. Voilà, ça me paraissait important de vous mentionner cet aspect. Et vous voyez, on est vraiment toujours dans la relation entre le global et le local sur tous ces aspects. 3 mots à retenir. 3 mots à retenir, ces stratégies. Donc, se transformer, c'est bien. On a besoin de garder une longueur d'avance, mais il faut savoir pourquoi on le fait. Et quels sont les arguments qu'on va pouvoir utiliser pour communiquer auprès de nos collaborateurs. Ça paraît tout simple et anodin quand on le dit, mais quand on est au contact des gens en proximité régulièrement, on sait à quel point cette stratégie, elle est primordiale pour pouvoir engager les collaborateurs. Le deuxième mot, ce sera acteur. Eh oui, parce que acteur, c'est bien de mettre des outils dans les mains des gens, mais c'est bien aussi de leur donner l'occasion de s'exprimer sur ce dont ils ont besoin. Je le dis parce que ce soit un groupe ou pas un groupe, on peut être parfois en mode assez descendant en donnant des outils, mais la meilleure façon de les faire vivre, ces outils, c'est d'abord de prendre en compte le besoin de l'opérateur. Et puis la communication, en fait, c'est le nerf de la guerre, c'est de toujours avoir une proximité. Et quand je dis une proximité, c'est vrai que la digitalisation parfois nous a permis de pouvoir nous projeter sur des écrans et de discuter comme ça parce que c'était plus facile aussi pour pas arrêter les usines. Mais en fait, ce qu'on remarque, c'est qu'on a besoin d'organiser une communication récurrente, bien sûr au travers de ces interventions sur écran, bien sûr à travers des informations sur notre système d'animation, qui est visible pour l'ensemble des collaborateurs, mais aussi par la proximité, aussi par ces échanges qui peuvent être informels parfois, mais porteurs de tellement de valeur. Voilà, et pour finir, alors juste un dernier mot qui est très important, c'est que chez Schneider Electric, on a des équipes qui accompagnent sur la transformation. N'hésitez pas à faire appel à eux. Ils vous accompagneront dans tous ces caps et ces fondamentaux à mettre en place pour pouvoir transformer l'entreprise. Est-ce que vous avez des questions ? Moi, j'ai une question. Comment concilier les impératifs de production et des ressources et du temps alloués pour tous ces changements ? Alors, c'est un challenge permanent. Nous, ce qu'on a pu expérimenter, c'est qu'on sait que tous les mois, on va arrêter l'usine justement pour ces aspects de communication. Quelque part, c'est un investissement en temps. Et on a pu le prolonger. Parce qu'habituellement, on arrêtait par le passé 1 heure la production pour pouvoir délivrer les informations. Et dans des périodes de changement importants, en fait, on a décidé d'augmenter ce temps-là. Donc,
on a expérimenté, je vais parler des Smart et Sustainable Days, donc on l'a fait sur 1h30 et on l'a fait avec toutes les équipes. Et en fait, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a mobilisé plusieurs personnes pour pouvoir communiquer à l'ensemble de l'usine sur le matin, l'après-midi et la nuit. Donc ça demande un investissement, ça demande du temps, mais avec le recul, en fait, ça nous a amené énormément de points positifs. Ça a été la première chose. La deuxième chose qu'on a fait, c'est qu'on a lancé des challenges sur la semaine. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on voulait aussi que les équipes du matin et de l'après-midi, au moins, puissent se croiser. Donc on a organisé sur l'heure du déjeuner 1 heure où on a pu du coup échanger, que ce soit avec les fonctions support ou les opérateurs, les managers également, pour pouvoir vraiment réfléchir à tout ce qui pouvait se passer en production et commencer à écrire une ébauche de ce qu'on voulait faire et de quelle était la vision du secteur. Donc ça, on l'a fait sur l'heure du déjeuner. On l'a fait, je pense que c'est à peu près une fois tous les ans qu'on se permet d'organiser un événement de ce type-là. Et on essaye évidemment de le rendre le plus efficace possible pour que derrière, on arrive à manager le mieux possible l'implémentation des projets qui en découlent. Donc l'heure du déjeuner. Et la troisième chose aussi qu'on a expérimenté, c'est des challenges, notamment sur la partie énergétique. C'était de solliciter les gens pour leur demander quelles idées ils avaient pour pouvoir réduire notre consommation d'énergie. Et c'est pareil, on est allé sélectionner des gens où on leur a attribué du temps pour pouvoir réfléchir avec eux sur les idées innovantes qu'on pouvait mettre en place. Donc on ne peut pas non plus se permettre d'arrêter l'usine à tout bout de champ. Mais en fait, ça a été notre capacité à un moment donné de nous dire, si on ne le fait pas là, on pourrait passer à côté de certaines choses après. Et donc, c'est trouver le moment le plus opportun, aussi en fonction de la charge, parce qu'on a eu des charges fluctuantes, nous, l'année dernière, au mois d'octobre notamment. On a eu un gros à-coup avec une réduction des commandes, donc il a fallu qu'on soit hyper agile sur la manière d'occuper nos gens. Et en fait, maintenant, on saisit ces opportunités justement sur tout l'aspect formation et sur toutes ces actions d'embarquement des collaborateurs, j'ai envie de dire, un peu grâce à ces périodes-là. Et on sait que ça va arriver à nouveau. On sait que ça va arriver à nouveau, on sait qu'on va avoir des périodes avec des à-coups. Et justement, on se prépare et on anticipe en se disant, il faut qu'on soit prêt pour notre Smart et Sustainable Days, il faut qu'on soit prêt pour les nouveaux challenges, parce que ça va être important d'occuper les gens. Donc, dans cette période très compliquée que l'on vit tous, on essaye de saisir ces périodes-là comme une opportunité de formation plus importante pour nos opérateurs et de réflexion aussi sur des sujets qui font évoluer l'entreprise. Voilà. Merci à vous.